l'Union pacifiste de France est la section française de l'Internationale des résistants à la guerre. L'IRG, en abrégé, a été fondée à Londres en 1921 par des objecteurs, des insoumis, des déserteurs à la Première Guerre mondiale qui s'étaient dressés contre l'embrigadement dans la criminelle religion de la patrie et contre tous les meurtres de masse organisés par les généraux. L'Union pacifiste incarne depuis 59 ans le refus inconditionnel de toute guerre, l'abolition de toutes les armées, qui ne sont que des écoles du crime, le rejet de la production et du commerce des armes, qui sont des causes premières de tous les conflits. Autour du droit au refus de tuer et de l'opposition en toutes circonstances au port des armes, l'Union pacifiste regroupe tous ceux qui restent strictement indépendants au-delà des convictions philosophiques, religieuses ou politiques. Qui sait encore aujourd'hui qu'il y a eu dans ce pays au total 40 000 déserteurs et insoumis en 14-18 ? Comment se fait-il que les généraux de 14-18 n'ont pas été condamnés pour leurs crimes contre l'humanité au vu de leur production de montagnes de cadavres, avec la complicité d'ailleurs de nombreux médecins militaires et avec la répression de toutes les fraternisations. Alexandre Croix, qui est né en 1909, qui était un journaliste insoumis exilé en Suisse en 1939 et décédé en 1976, cite dans le journal Liberté de janvier 1968 les chiffres du service historique des armées sur 118 cas de régiments mutinés. Pour la seule année 1917, les conseils de guerre prononcèrent 50 900 condamnations, soit 16 257 de plus qu'en 1916, l'année d'avant. Il y avait là-dedans 38 315 donc, condamnations au titre des armées et 12 585 au titre de l'intérieur, car les sanctions pour mieux terroriser pleuvaient aussi sur les civils à l'arrière. Toujours pour 1917, Alexandre Croix notait 1317 désertions à l'étranger contre 885 en 1916 et 27 579 désertions à l'intérieur contre 15 745 en 1916, sans compter bien sûr toutes les insoumissions totales. Ces chiffres sont à rapprocher avec les 20 000 objecteurs de conscience reconnus au Royaume-Uni à partir de l'instauration de la conscription en 1916. Parce que je vous rappelle qu'au Royaume-Uni, si on établit une conscription, on donne le droit de refuser de le faire. De mai à octobre 1917, lors des 6 mois les plus actifs de la répression, ont été enregistrées 23 385 condamnations, dont 411 à la peine de mort. 55 de ces damnés de la guerre ont été passés par les armes, 7 sur le champ, selon la volonté expresse du débonnaire général Philippe Pétain, et 48 après des pourparlers entre l'état-major et l'Élysée. Roger Monclin, le grand pacifiste né en 1903 et mort en 1985, a constamment exigé la réhabilitation des réfractaires à l'armée. Il précisait que la justice militaire pendant le premier conflit mondial a été une jolie suite d'infamies dans lesquelles la répression de masse des mutineries a été organisée spectaculairement afin de mieux terroriser les poilus. Pour preuve, citons un seul exemple. En septembre 1914, Eugène Bourré, vigneron de 27 ans, artilleur victime d'une commotion cérébrale, est fusillé pour un abandon de poste fictif. Il aura fallu 3 heures pour le condamner et 3 ans de lutte pour le réhabiliter. Il est surprenant que l'on punisse des soldats, mais que l'on ne poursuive pas les généraux. En 1914, ces généraux ont failli les premiers avec des plans de bataille ne tenant compte ni des réalités humaines et matérielles, ni des objectifs imprenables, avec des offensives à répétition et des assauts sans appui d'artillerie. Selon Léon Betoul, qui a été maire de Limoges pendant 38 ans, 1871 et 1956 pour ces dates, pour vous le situer, c'est avec de la bonté, de la clémence et de la justice intelligente que l'on arrivera à ramener le calme, mais surtout pas avec les condamnations des conseillers de guerre qui démoralisent et révoltent les soldats.
Il y a eu trop de fautes des généraux pour que l'amnistie la plus complète ne soit pas accordée, déclara-t-il le 16 octobre 1919. Léo Bouissou, 1872-1935, député des Landes, avait dit à l'Assemblée « Si vous frappez les soldats lorsqu'ils se mutinent contre leur chef, ne ferez-vous par contre rien à ces chefs lorsque sans raison, sans délai et sans jugement, ils font assassiner leurs soldats ?» Tous ces incroyables assassinats sommaires étaient d'initiatives locales, exécutés plus ou moins discrètement par des chefs d'unité qui s'en lavaient les mains en rédigeant de simples comptes rendus de routine auprès de l'échelon supérieur où les affaires étaient suivies, avec l'impavidité administrative, routinière et cannibale de certains Joseph Joffre, Robert Nivelle, Ferdinand Foch, et tant d'autres drogués au patriotisme, ivres de sacrifices humains avec la peau des autres. La liste de ce monument de Jean Sioux resterait à compléter des noms des tués et mutilés par la police et la gendarmerie au cours de la guerre de terrorisme social qu'ils mènent actuellement contre les citoyennes et les citoyens. Le gouvernement honore encore les généraux massacreurs. A contrario, ce n'est pas le cas des milliers de pacifistes qui, tel Louis Lecoing, réfractaires à toutes les guerres et emprisonnés en 14 pour sabotage de la mobilisation. Constatons que restent ignorés par les municipalités, dont celle de Jonsiou, tous les pacifistes qui ont sauvé dans la discrétion tant de vies humaines en exerçant leur droit au refus de tuer et en résistant à la terreur aux côtés de toutes les victimes durant les guerres mondiales, coloniales ou locales. Qui soutient les actuels déserteurs des opérations extérieures en Syrie ou au Soudan, ou bien les réfractaires au service national universel. Par simple décret, en effet, ce sont 800 000 jeunes qui vont être contraints au SNU dès 2020, alors que le droit au refus de tuer reste violé constamment par l'État français. Le 1er décembre 2019, Journée internationale des prisonniers pour la paix, une action de l'Internationale des résistants à la guerre soutient les objecteurs et les déserteurs de toutes les guerres, du Yémen, d'Israël, Kurdistan, Mali, Centrafrique, etc., parce que la liste est longue. En France, la répression violente de 2019 contre les Gilets jaunes par des policiers, des CRS et des gendarmes ne rappelle-t-elle pas étrangement celle contre les déserteurs tirés comme des lapins par leurs prédécesseurs de 14-18 ? Pour les féliciter de tant de brutalité délictuelle, 15 000 médailles leur sont distribuées par le ministre de l'Intérieur. Les militaires assassins et terroristes, ne soyons jamais leurs complices. Nous sommes venus ici pour exprimer notre fidélité envers l'orphelin de Jean Sioux. Nous levons le poing et crions notre indignation devant cette impunité de plus de 100 ans des fonctionnaires de la Défense nationale. Ce ministère inutile et dangereux est à abolir de toute urgence. Maudits soient les généraux, maudits soient les profiteurs de guerre, vivent les déserteurs de tous les pays. Bravo, bravo, bravo. L'Union départementale de la Creuse tient à saluer l'initiative de la Libre Pensée pour la réalisation d'un monument en hommage et pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple de la guerre de 14-18 inaugurée à Chauny en avril dernier. Le syndicalisme ouvrier, le syndicalisme aujourd'hui comme hier, est par essence pacifique, presque internationaliste. Dès ses origines, le mouvement syndical s'est organisé au niveau international. Les fédérations syndicales internationales ont le même âge très souvent que les confédérations nationales. Deux slogans, deux mots d'ordre ont fondé nombre d'engagements militants. Le premier, non pas chronologiquement, pain, paix, liberté, est celui du Front populaire, mais il est aussi celui-ci de la CISL, la Confédération internationale des syndicats libres, à sa fondation en 1949. D'une certaine façon, il était continuateur de l'affirmation du préambule de la Constitution de l'OIT, Organisation internationale du travail, dont on célèbre le centenaire cette année, qui affirmait « Attendu qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ». L'OIT s'est assigné l'objectif d'établir des normes internationales du travail visant justement à établir le progrès vers la justice sociale. Ce n'est donc pas un hasard si l'on trouve Léon Jouot, alors secrétaire général de la ICGT, à l'origine de l'OIT.
Léon Jouot, qui devenu président de Force ouvrière en 1947, recevra en 1951 le prix Nobel de la paix. Et Jaurès, bien sûr, qui, jusqu'à son dernier souffle, et c'est pour cela qu'ils l'ont tué, voulait la paix, éviter la guerre. Malheureusement, il n'y parvient pas. Léon Jouot et ses homologues des syndicats ouvriers allemands s'étaient rencontrés dans les derniers moments en vain. La masse de la classe ouvrière et paysanne a été envoyée au front, trompée par la propagande. Cette guerre fut terrible. Alors, oui, ils avaient peur, ils ne voulaient pas mourir, ils voulaient revenir, revoir père, mère, femme, l'enfant qu'ils n'avaient pas vu naître. Ceux-là ont refusé. Ils n'étaient pas moins courageux que leurs camarades qui, à plus d'1 million, aux ordres de quelques sabreurs, sont allés ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître, chantait Braille. Ceux, militants, qui ont voulu, par leurs gestes, réveiller les consciences, s'engager pour mettre fin à l'horreur, méritent autant, à nos yeux, la reconnaissance. J'en viens justement aux militants, aussi fusillés pour l'exemple, ceux de la CGT d'alors, massivement fichés à travers un carnet. Le carnet B, de sinistre mémoire, était l'instrument de surveillance des suspects, français ou étrangers, sous la Troisième République. Il a été créé en 1886 pour lutter contre les activités d'espionnage et fut étendu à tous les individus susceptibles de troubler l'ordre public ou antimilitariste. À partir de 1907, ce fichier fut utilisé pour surveiller les anarchistes et antimilitaristes et, en 1909, furent ajoutés les Français soupçonnés d'entreprendre des actions antimilitaristes pouvant troubler l'ordre public ou gêner la mobilisation. Le carnet B ne fut pas utilisé officiellement en 1914, mais il était sans doute dans la tête et dans les fichiers de l'armée quand, dès le décembre 1914, les premières fraternisations apparurent dans les tranchées. Il fallait trouver des meneurs. On alla donc chercher dans les archives de l'armée. Dès les débuts de la guerre, on fusilla des poilus qui refusaient de mourir pour l'armée. On chercha encore des meneurs. Quand une mutinerie éclatèrent en 1917, surtout après l'échec sanglant du bourreau Nivelle, un régiment sur 2 se mutilait. Il mettait crosse en l'air, ce qui signifiait que le soldat ne refusait pas de défendre, mais qu'il refusait de monter à l'assaut pour gagner quelques mètres, aussitôt perdus. Parmi tous les fusillés, pour l'exemple, 639 ont été recensés par les services officiels pour désobéissance. Sur les 639 fusillés, pour l'exemple, une quarantaine furent réhabilités entre les deux guerres. Il en reste donc 600 à qui justice doit être rendue. C'est le sens de notre présence ici aujourd'hui. Ce combat pour la réhabilitation collective est l'un des derniers combats de notre camarade Marc Blondel. Il fut, comme chacun le sait, secrétaire général de la Confédération Force ouvrière. Il fut aussi, comme Léon Jouot, membre du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, vice-président travailleur du comité de liberté syndicale. Marc Blondel continua son combat militant comme président de la Libre Pensée, et le monument érigé et inauguré à Chauny lui doit donc dès la marque d'une nouvelle étape pour que la justice soit rendue aux 600 fusillés, pour l'exemple, qui n'ont pas été encore réhabilités. Combattre l'injustice est dans l'ADN, comme on dit aujourd'hui, de Force ouvrière. Contre l'injustice sur tous les terrains où les droits de l'homme des travailleurs sont bafoués, où leur dignité n'est pas respectée. C'est donc naturellement que l'Union départementale Force ouvrière de la Creuse est présente à vos côtés aujourd'hui. Vive la paix, vive le syndicalisme libre et indépendant, réhabilitation de tous les fusillés pour l'exemple, et maudite soit la guerre.